Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant évoquer toujours l'équation de Helmholtz, mais ici dans une approximation qu'on appelle l'approximation paraxiale. Alors, un petit retour sur le cheminement que nous avons déjà pu faire dans les vidéos précédentes. Nous sommes partis des équations de Maxwell qui gouvernent la propagation de n'importe quelle onde électromagnétique et nous avons pu les simplifier grâce aux différentes approximations qui concernent l'optique et qui sont pertinentes quand on travaille dans les gammes de fréquences de l'optique avec les matériaux diélectriques habituels. Ensuite, à partir de ces équations simplifiées, on a pu établir l'équation qui gouverne la propagation du champ électrique, c'est l'équation d'Alembert, une équation très générique en physique. On s'est simplifié la vie en se regardant uniquement l'aspect scalaire du champ et en séparant les évolutions temporelles et spatiales en deux fonctions, une fonction A pour l'aspect spatial et une fonction T pour l'aspect temporel, eh bien, on a pu aboutir à deux équations. Une équation qui nous permettra ensuite de discuter l'aspect monochromatique d'une onde, c'est-à-dire qui nous dit que l'oscillation temporelle du champ est sinusoïdale, et l'autre équation qui est l'équation de Helmholtz et qui s'intéresse à l'aspect spatial de la propagation. Alors, cette équation de Helmholtz, elle n'est pas restreinte au domaine de l'optique, on peut aussi l'utiliser dans le domaine de l'acoustique, donc on trouve beaucoup de choses autour de cette équation de Helmholtz. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équation de Helmholtz? Je le rappelle, c'est le Laplacien qui se cache derrière le triangle pointant vers le haut, le grand delta, le Laplacien de la fonction A plus la constante k carré fois A qui vaut 0. Alors là, on va faire l'hypothèse que notre champ, qui dépend de la position, qui dépend de l'espace, peut se mettre sous la forme d'une autre fonction qui dépend de l'espace, donc U qui dépend de la position grand R, multiplié par exponentielle de IKZ, avec Z la direction de l'axe optique. Alors du coup, quand on réinjecte cette formulation de A dans l'équation de Helmholtz, ça nous fait prendre le Laplacien de U exponentielle IKZ plus K carré U exponentielle IKZ, et tout ça doit valoir 0. Alors on va introduire ici le Laplacien transverse, qui est en fait le Laplacien qui s'applique que sur les coordonnées transverse, c'est-à-dire ici la coordonnée x et la coordonnée y. Donc c'est la somme des dérivées secondes suivant x et suivant y. Et du coup, le Laplacien total, c'est le Laplacien transverse plus la dérivée seconde qu'on prend en fonction de z. Alors ça nous permet de séparer le Laplacien transverse de u exponentielle ikz plus la dérivée seconde de u exponentielle ikz plus k u exponentielle ikz, tout ça doit valoir 0. Or, quel est l'avantage de l'opération? Eh bien, c'est que le Laplacien transverse, il agit que sur des dépendances en x et en y. Donc, du coup, ici, le exponentiel ikz n'est pas affecté par le Laplacien transverse, on peut le sortir, et on a ici juste le Laplacien transverse de u à prendre. Si on veut aller plus loin, on voit que ce qui va un petit peu nous embêter, c'est cette dérivée seconde en fonction de z, de u exponentielle ikz, qu'il va falloir qu'on calcule. Alors, le calcul, il est assez simple. On va déjà dériver une fois u exponentielle ikz, donc une première dérivation suivant z. On a un produit de deux fonctions, la fonction u et la fonction exponentielle ikz, donc ça nous donne la dérivée de u fois exponentielle ikz, plus ik exponentielle ikz, donc c'est la dérivée de exponentielle ikz, fois u. Et on réitère la même opération, et on a ici l'expression totale de cette dérivée seconde en fonction de z. C'est une expression qui comporte trois termes. On va la réinjecter dans notre équation de Helmholtz. Donc là, on voit que le nombre de termes augmente, donc on peut bien se demander pourquoi c'est intéressant. Mais on va avoir des simplifications. On voit tout d'abord que k carré u exponentielle ikz, eh bien, va être annulé.
Et puis on voit aussi qu'on va pouvoir supprimer le terme exponentiel de i kz. Donc à la fin, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et qu'est-ce qui reste? Il nous reste le Laplacien transverse de u, plus la dérivée seconde de u par rapport à z, plus 2i k fois la dérivée première de u par rapport à z. Donc voilà ce qui nous reste. Une fois qu'on a déroulé le calcul, pour l'instant, on n'a pas fait d'approximation, on a juste fait une hypothèse initiale sur la forme du champ qu'on considère. Alors, l'approximation par axiale, elle arrive maintenant. Cette approximation par axiale, mathématiquement, nous permet d'écrire que la dérivée seconde par rapport à z de u va être beaucoup plus faible que k, la dérivée première de u par rapport à z. Et ça, en pratique, physiquement, ça va correspondre à des directions de propagation qui vont peu s'écarter de l'axe optique, du long d'équation par axiale. Et bien sûr, on va du coup pouvoir supprimer un terme dans l'équation de Helmholtz. On a ici une version simplifiée dans cette approximation par axiale qui est le Laplacien transverse de u plus 2ik la dérivée première de u par rapport à z qui vaut 0. C'est une équation qu'on va réutiliser lorsqu'on va traiter la diffraction. Et là, l'intérêt, c'est que vous voyez, on est passé d'une dérivée seconde par rapport à z à une dérivée première. Donc on a simplifié la formulation de notre équation et on a aussi supprimé un u qui initialement apparaissait.